Quand je tourne cette vidéo, on est à 50% de l'année 2025. Ça fait très mal de dire ça. En fait, on se rend compte que ça fait déjà 6 mois que 2025 a commencé. C'est terrifiant. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet aujourd'hui, c'est la lecture. Environ tous les 6 mois, je fais un gros compte rendu de qu'est-ce que j'ai lu. Ou alors un gros compte rendu de l'année, en l'occurrence, je crois l'année dernière, c'est ce que j'ai fait. Ici, on est arrivé à peu près 6 mois de l'année. Enfin, pas à peu près, on est en juillet quand je tourne cette vidéo. Et du coup, j'ai décidé de vous parler de mes lectures de janvier à aujourd'hui, juillet. Alors, je préviens, je lis pas les sorties littéraires, donc je crois, ouais c'est ça, il n'y a aucun livre qui est récent dans ce que j'ai lu dans ces 6 premiers mois. Je dois également préciser que j'ai beaucoup emprunté à la médiathèque cette année, ce qui fait que je n'ai pas les livres en main propre, à part quelques-uns que, je vais pas mentir, j'ai eu la flemme de sortir, donc à l'aide d'un merveilleux montage fait par moi-même, cela s'affichera là. Également, je ne lirai pas les résumés parce que j'ai perdu mes lunettes, donc actuellement tout est flou, c'est un peu compliqué, mais on va s'en sortir et on va éviter de passer toute la vidéo comme ceci. Je pourrais totalement, mais ça ferait peut-être un peu bizarre, je sais pas. Même si on va pas se mentir que pour moi là c'est beaucoup mieux. On va dire que pour le moment on va garder mon état sans lunettes. Je vais vous parler par ordre chronologique, sauf pour quelques ouvrages où je vais tout regrouper, vous allez comprendre. On commence du coup l'année avec Bakuman, tome 3, et c'est le premier regroupement que je fais dans cette vidéo parce que, en gros, j'ai tout emprunté à la médiathèque et j'ai lu du tome 3 au tome 20. Donc j'ai fini Bakuman. Donc c'est une série de mangas écrits, alors là je vais peut-être confondre, mais normalement c'est dans cet ordre-là. Écrit par Takeshi Obata et dessiné par Tsugumi Oba. Donc vous les connaissez peut-être pour Death Note et d'autres ouvrages comme Platinum End. Et je n'ai pas d'autres ouvrages en tête parce que c'est les 2 ouvrages complets que j'ai, sauf Death Note. Pas complet, c'est Bakuman, ça raconte l'histoire de 2 jeunes qui veulent devenir mangaka. Donc c'est un manga sur des mecs qui font des mangas. Alors personnellement, moi qui veux être mangaka, c'est hyper intéressant. Et ça a été hyper intéressant. La façon dont ça a été traité tout au long de l'histoire, je trouve que c'était intelligent. Alors il y a eu forcément des facilités scénaristiques dans le sens où il y a eu des choses qui ont été simplifiées. Dans le sens où dans le manga, ils ont quand même accès à l'édition très tôt, ils peuvent accéder à plusieurs choses, etc. etc. Ce qui, après je suis pas encore dans ce monde-là, mais en le supposant, c'est pas aussi facile dans la réalité. Mais ça, c'est un peu la faculté livresque qui fait que c'est un peu plus simple dans les livres que dans la réalité. Ensuite, j'ai trouvé que 20 tomes pour cette saga, c'est un peu long. Dans le sens où, à peu près, je dirais dans la dizaine, donc entre 13 jusqu'à 17-18, je me suis fait chier. Dans le sens où, soit les histoires se répétaient, soit c'était pas intéressant, soit, il y a mieux, quoi. Alors, je restais parce que c'était quand même intéressant et que de temps en temps, il y avait des passages qui étaient intéressants, des réflexions intéressantes. Mais à part ça, on s'emmerdait un peu, je trouvais. Voilà. Ce que j'en ai pensé de la fin de Bakuman, c'est... À la fois, je suis satisfaite de la fin, et c'est très rare que je sois satisfaite d'une fin d'histoire parce que je trouve que c'est hyper compliqué parce que chaque lecteur a un avis différent et du coup, pour satisfaire tout le monde, ça reste compliqué. Ici, à la fois, je suis satisfaite de la fin de l'histoire et à la fois pas.
Alors, j'aimerais bien spoiler, donc je vais vous mettre un petit timecode à skipper pour pas se faire spoiler Bakuman. Ce que je dirais pour ceux qui veulent pas être spoilés, c'est que ça reste quand même une très bonne histoire, que ça nous aide à comprendre comment ça fonctionne. Je suis pas dans le système japonais éditorial niveau manga, donc je peux pas dire si c'est réaliste ou pas. On va supposer que c'est réaliste. C'est hyper intéressant, ça montre certains aspects. Et personnellement, bah, ça m'a énormément plu. Les dessins sont incroyables et très inspirants. Le seul défaut, c'est que 20 tomes, je trouve ça un peu long, mais ça reste néanmoins un moment très plaisant à lire. Et il y a quand même si parfois on s'embête un peu, il y a quand même des facultés qui sont hyper enrichissantes. Maintenant, je vais spoiler. Donc voilà, attention spoiler, allez à ce QR code, timecode pour pas être spoilé. J'ai trouvé ça hyper dommage que pendant beaucoup de tomes, on nous fait développer PCP et qu'à la fin, on nous ramène un autre manga qui est adapté, qui se termine en animé, donc le souhait, donc le rêve du héros, donc le manga est terminé, et qu'on reparle pas de PCP. Honnêtement, j'ai pas compris pourquoi PCP pouvait pas être adapté en dessin animé, surtout qu'on a c'est montré qu'on a des propositions d'adaptation en dessin animé qui n'est pas proposée aux auteurs, et au final, bah, ils développent une autre histoire et tout ça, autre histoire que j'ai pas compris d'ailleurs. Je trouve ça dommage parce que PCP, de toutes les petites histoires donc de mangas qui sont développées dans le manga, la PCP c'est celle qui donne le plus envie parce que c'est celle qui est le plus développée. Et je trouve ça dommage que on n'ait pas au final un parallèle pour dire ouais c'est adapté en dessin animé. Parce que bah mine de rien, c'est le manga fictif auquel on est le plus attaché, en tout cas de ma POV. Et je trouve ça c'est un point dommage, c'est l'un des seuls points qui m'a déplu dans l'aspect du coup spoil. Ensuite, j'ai lu alors une BD slash comics, il me semble que c'est un comics, The Nice House on the Lake, donc le tome 1 puis plus tard le tome 2, fait par, et là je vais peut-être déformer les noms, James Tynion IV, Alvaro Martinez Bueno et Jordi Belair. Alors, The Nice House, je vais mettre le résumé ici parce que j'ai pas vraiment compris l'histoire, dans le sens où le défaut, je trouve, c'est qu'il y a énormément de personnages et on va très vite s'y perdre. Perso, j'ai eu quelques mois de latence entre le tome 1 et le tome 2, ce qui fait que, bah déjà quand j'ai lu le tome 2, j'avais plus accès au tome 1 parce que je l'ai emprunté, et bah il y avait des aspects, je m'en souvenais plus. Du coup, bah, le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, ça peine à nous faire intégrer l'histoire. Généralement, quand on commence un roman ou quoi, roman BD, manga, peu importe, on va te présenter le personnage principal et on va rajouter quelques personnages. Généralement, il y en a beaucoup, mais on va te faire comprendre rapidement qu'il y a, allez, 3 personnages, je dis un nombre au pif, mais généralement c'est peu, moins de 5, je dirais. En tout cas, en introduction d'histoire, il y a, on va dire, 3 personnages qui sont centraux, c'est ceux qu'on va le plus développer, et plus tard dans l'histoire, on va en développer d'autres. Pour rentrer dans une histoire, pour ma part, je trouve ça plus facile d'introduire 1, 2, 3 personnages. Le lecteur va les comprendre et s'identifier, il entre dans un univers, donc l'asperger de plein d'infos, ça va plus le brouiller qu'autre chose. Donc, 3 personnages, et après, petit à petit, on va introduire d'autres personnages qui vont être importants dans l'histoire. Ici, l'insertion est très rapide, et on a, je crois, une dizaine de personnages, et bah, il y a beaucoup d'aspects que j'ai pas intégrés. Et en lisant le tome 2, du coup, bah, il y avait des choses que j'avais pas intégrées, des choses que j'avais oubliées. Et du coup, bah, je comprenais l'histoire, et en même temps, je la comprenais pas. Niveau graphisme, j'ai beaucoup aimé. C'est pas quelque chose qui m'a plus touchée que ça. Ce qui m'a énormément touchée,
c'est plusieurs phases d'illustration complète, ou alors les jeux de colorimétrie qui étaient juste magnifiques à observer, à s'inspirer. C'est très enrichissant. Le comics en lui-même, le dessin m'a pas particulièrement touchée. J'ai pas forcément l'habitude de lire le comics. Donc voilà. Est-ce que je le conseille? Oui, parce que l'histoire est quand même, du peu que j'ai compris, l'histoire est quand même bien, mais je pense que c'est le genre d'histoire où il faut vraiment prendre le temps à la lecture. Dans le sens où, limite, noter. C'est peut-être moi qui ai du mal à rentrer dans la lecture, mais il y a tellement d'infos qu'il faut prendre le temps. Il y a aussi un autre aspect que j'ai aimé, c'est que parfois il y a des insertions de mails. Et quand il y a plusieurs médiums qui sont intégrés dans le récit, donc t'as la pagination et d'un coup t'as une page de mail, t'as des messages, ça je trouve ça, je sais pas, ça me frappe. Du coup ça j'ai bien aimé. Mais à part ça, voilà, il y a trop d'informations. Mon premier roman de l'année, Six of Crows de Leigh Bardugo, j'espère que je le prononce bien, que ma meilleure amie m'a prêté. J'ai énormément aimé. Généralement, je préfère les... Enfin, j'aime les romans fantasy, fantastique. Et j'ai beaucoup aimé l'univers. Je sais pas. Le truc m'a frappée. L'histoire m'a rappelé un peu les Salauds gentilshommes dans le sens où ils ont une mission à faire pour une entité, on va appeler ça comme ça, et ils partent et en même temps, tu vois, t'as plusieurs POV. Alors dans les Salauds gentilshommes, ça joue entre le passé et le présent. Là, c'est plus juste les POV différentes que j'ai trouvé assez intéressantes. Il y a certains aspects qui m'ont échappé parce que quand je lis un ouvrage, soit je lis tout d'un coup parce que je suis motivée à la lecture, soit je peux laisser passer plusieurs semaines, parfois plusieurs mois dans ma lecture parce que j'ai pas forcément l'envie de lire. Et du coup, forcément, ça c'est mon défaut, il y a des aspects que j'oublie. Mais néanmoins, l'histoire est facile à comprendre, l'accès à la lecture, elle est très facile parce que parfois, vous savez, vous entrez dans un récit et vous avez du mal à y rentrer parce que le style d'écriture, la façon dont c'est raconté, le fait que ça démarre par une description, par une narration, par une action et tout ça, ça influence énormément comment on rentre dans le truc. Et là, l'accès est assez facile. J'ai beaucoup aimé, j'ai le tome 2, je ne l'ai pas encore lu. La fin du tome 1 donne assez envie de lire le tome 2. Je crois que les 200 dernières pages, je les ai dévorées. Je recommande. L'atelier des sorciers par Kamome Shirahama. J'espère que je le prononce bien. Alors, ce manga, j'ai acheté la version grimoire qui est magnifique. J'ai pas lu celle-là, j'avais emprunté à mon CDI de mon ancien lycée. Oh, ça fait mal de dire ça. La version est magnifique. Je l'ai pas ouverte. Je pense que soit j'achèterai les autres, soit j'emprunterai et juste je me le relirai. Du coup, c'est Kamome. Voilà, Shirahama. Donc, ce manga parle de Coco. Coco qui rêve d'être une sorcière. Or, dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas devenir sorcière, on est sorcier. Et un jour, elle va découvrir quelque chose qui va l'emmener dans ce monde de sorciers. Je ne vais pas en dire plus. Les dessins. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Et
est-ce que j'ai quelque chose à dire sur les dessins? Est-ce que j'ai réellement besoin de commenter les dessins? J'adore. J'en avais entendu parler pendant un temps de ce manga, mais je m'étais jamais lancée dedans. Et en fait, il y a eu un concours que j'ai pas eu le temps de participer. Et ça m'a lancée. Je me suis dit, allez, on le lit. Ah ben, je regrette pas de l'avoir lu. Artistiquement, c'est très inspirant. La pagination est merveilleuse. Les dessins, merveilleux. L'histoire est honnêtement assez inspirante. J'aime beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, et c'est probable que ce soit plus de la moitié des gens qui regardent cette vidéo qui sont restés encore jusque-là, je cherche à créer mon univers et il y a un peu tout cet esprit de sorcellerie, etc. etc. Et du coup, ce manga, on va pas se mentir, il est assez inspirant dans sa manière d'écrire, dans sa manière de voir les choses. Et juste, vous savez, il y a des lectures qui vous motivent à faire des choses. Et c'est le cas pour moi pour ce manga. Le prochain ouvrage que j'ai lu, c'est il est plus haut, donc j'ai la flemme de l'atteindre. C'est The Art of Sims, donc c'est un artwork de Sims, donc une illustratrice et dessinatrice de comics. Les artworks, j'adore ça et généralement ça me motive à dessiner, à créer et ça me donne un boost en fait. Et quand je commence à collectionner les artworks de mes artistes préférés, là actuellement c'est le cas. Et on voit, parce que c'était une campagne Ulule pour le lancement, on voit un print là, juste là, de Sims, qui est juste incroyable. Donc, pas grand chose à dire à part renseignez-vous sur cet artiste, c'est très inspirant. Le prochain ouvrage que j'ai lu, il est un peu spécial, c'est Alphonse Mucha. Il n'y a pas d'auteur, c'est juste un petit ouvrage que j'ai lu sur littéralement toute la vie de Mucha. Donc il recense sa vie avec plusieurs de ses travaux. Honnêtement, c'est chiant. Dans le sens où en fait c'est littéralement sa page Wikipédia qui est recrachée, accompagnée de plusieurs de ses travaux, donc presque tous ses travaux. Autant faire un ouvrage d'art sans sa bio. Enfin, je veux dire, l'ouvrage, je m'en rappelle, c'était un petit livre où il y avait 4 phrases à tout péter de Mucha, il a vécu à Paris, il a mangé dans tel endroit et il s'est fait des copains. Et après, une illustration. Je caricature beaucoup, mais on va pas se mentir, c'était ça. C'était pas intéressant. Parce que tu te renseignes sur Wikipédia et t'as les infos du livre, quoi. Le seul aspect qui était intéressant, c'est de voir ces travaux que j'ai galéré à trouver sur internet. Et à part ça, il n'y a pas ces manières de créer, il n'y a pas des process, mais en même temps, est-ce qu'on peut trouver encore des process des anciens, je sais pas, mais je sais pas, c'est sans intérêt. C'est ça que je dirais, alors que j'adore Mucha, sans intérêt. Enfin, Mucha, je sais pas comment prononcer. Ensuite, j'ai lu Komi cherche ses mots, tome 1 et 2 de Tomohito Oda. J'ai pas aimé. Voilà, on va essayer de faire vite, ça fait 21 minutes. J'ai pas aimé. Il y a longtemps de ça, on m'avait conseillé de lire parce que ça parle d'anxiété sociale et tout ça. Ce que j'ai. Je suis atteinte d'anxiété sociale, de phobie sociale. Maintenant, ça s'est atténué.
on va pas refaire ma vie ici, c'est pas le sujet. Et du coup, il y avait quelqu'un à l'époque qui m'avait dit, je dis à l'époque, c'était il y a 4 ans, un truc comme ça, qui m'avait dit, bah lis ce livre, il va t'aider. Mais j'ai pas aimé. Parce que, bon, je trouvais que... enfin, j'ai de plus en plus de mal avec l'humour dans les mangas. Un certain humour. Et en l'occurrence, ici, l'humour qui a été abordé, il m'a pas plu du tout. Il y a un personnage, je m'en rappelle encore, alors que ça fait longtemps que je l'ai lu. Il y a un personnage qui est, je crois, séquestre Komi ou le gars le gars principal parce qu'il est proche il est proche de Komi et ça va passer pour une vanne. Et peut-être c'est moi qui deviens, je sais pas, mais j'ai pas aimé déjà cette vanne. J'ai pas aimé que genre le manga ils disent ouais bah c'est ok d'avoir des comportements bancals comme ça. J'ai pas aimé. Et l'humour dedans, voilà. Ça m'a pas fait rire, ça m'a pas atteint plus que ça. Et bah après 2 tomes, j'ai pas eu envie de continuer. Donc alors on repart sur du négatif parce que là j'ai abandonné. Je sais pas si je lirai plus tard, mais à l'heure actuelle j'ai pas envie de lire. The Walking Dead par Robert Kirkman, Charlie Adland et Tony Moore. Donc c'est le comics de The Walking Dead. J'ai lu le tome 1, j'ai abandonné le tome 2. Je suis en train de regarder Walking Dead depuis maintenant plusieurs mois. Du coup j'ai un point de comparaison. Déjà, le point de comparaison est mauvais parce que j'ai commencé avec la série et non pas avec l'œuvre originale. C'est pas du tout pareil. Mais pas du tout. Dans la série, c'est beaucoup plus lent. Dans le sens où, à la fin du tome 1, on est déjà à la fin de la saison 1, tu vois. À peu près, j'exagère. Et je crois au tome 2, on est prêt, je sais pas. Le comics, pardon, n'est pas détaillé du tout. Enfin, je suis habituée à la série qui est quand même vachement détaillée, qui prend son temps et tout ça. Le comics, j'ai l'impression que tout se passe hyper rapidement et qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se poser, de lire, de prendre les bases de l'univers. On n'a pas le temps. Et en moins de 2, on est déjà passé à autre chose. Il y a un événement, on passe à autre chose. Il y a un événement, on passe à autre chose. Alors il y a des trucs qui sont pas dans la série, ça j'ai apprécié de les découvrir. Mais encore une fois, ça va hyper vite. Et en fait, au milieu du tome 2, j'étais en mode vas-y, ça me saoule. Parce qu'il n'y avait aucun détail. Et bah voilà. Et on va pas se mentir, les dessins, j'ai pas réussi à accrocher. J'ai beaucoup aimé le noir et blanc, le gris et tout ça. La manière de dessiner, mais en fait, je suis habituée au design de la série, quoi. Du coup, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et c'est dommage. Ensuite, j'ai lu Si c'est un homme de Primo Levi. Je l'ai lu pour les cours. C'est un témoignage d'un homme qui a survécu au camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. À lire, tout simplement. Le roman est parfois lourd à lire. Il y a certains passages, j'ai eu du mal à les lire, dans le sens où c'était assez complexe. Il y avait d'autres passages, ils sont lourds pour le cœur. Et juste, c'est un ouvrage dévastateur, dans le sens où ça nous rappelle que ça a existé, quoi. Et c'est lourd. Mais il faut le lire. Ça fait partie de ces ouvrages qu'il faut lire. Voilà. Un ouvrage que j'ai abandonné, enfin que j'ai essayé de lire mais que j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'aimerais bien le lire un jour, mais pour le moment je suis pas forcément intéressée pour le lire. Il s'agit de Un si fragile vernis d'humanité par Michel Tereschenko. Je sais pas si je le prononce bien. C'est un ouvrage philosophique, un essai, qui avait l'air très intéressant, qui traite de pas mal d'aspects que j'aimerais traiter. Mais c'est un essai, quoi. Enfin, je crois que c'est un essai ou une thèse, l'un des deux. Et c'est pas un livre qu'on lit comme ça. Et j'ai pas réussi à me mettre dedans. Pas la période pour.
mais je le pose là parce que j'aimerais bien le lire un jour. Et enfin, j'ai lu Hadès et Perséphone tome 1 de Scarlett Sinclair. C'est l'une de mes amies qui me l'a prêté. Et aïe 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 aïe, j'aime bien. Alors, j'avais entendu dire que c'était de la dark romance, chose que je n'aime pas vraiment. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi c'est qualifié de dark romance. Parce que pour moi, dark romance, c'est tout ce qui est très violent et qui est à la limite de la morale. Et honnêtement, je vois pas ce qui est bancal. Je ne vois pas. Alors, il y a certains comportements qui sont provocateurs et tout ça, mais de ma POV, je ne vois pas où pourrait être le dark romance comme je le connais. Peut-être que c'est un aspect plus gentillé de la dark romance que je ne connais pas. C'est possible. J'ai beaucoup aimé. Généralement, les réadaptations de séries, enfin, je trouve que ça peut mettre mal à l'aise de prendre des histoires, de les réadapter, etc. Enfin, moi, je suis plus partisane du créer autre chose. Ne prends pas quelque chose qui a été déjà créé pour sans cesse refaire la sauce. J'en ai pas lu tant que ça de ces ouvrages-là, je crois que j'en ai même jamais lu, mais le principe en lui-même me dérange dans le sens où, vas-y, t'as créé ton univers, je comprends que t'as envie d'y replonger, ou tu connais un univers, t'as envie de te créer dessus, mais pour autant essaye de créer quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Là, honnêtement, j'ai bien aimé le principe, c'est pas un principe non plus que je kiffe, on va pas se mentir, mais j'aime bien, j'ai bien aimé. Mais il y a des ouvrages comme ça, j'ai l'impression de lire de la fanfiction, dans le sens où j'arrive pas à prendre au sérieux le bouquin. C'est peut-être particulier ce que je vais dire, je vais essayer de décrire. En ce sens, en fait, ouais, j'ai l'impression que c'est genre une fanfiction, tu prends des choses qui ont existé et tu les remets à ta sauce, dans un autre univers, etc. J'ai l'impression de lire une fanfiction. C'est un peu comme l'enfant maudit Harry Potter. J'avais l'impression de lire une fanfiction, genre tu prends une histoire et tu la réadaptes à ta sauce. J'ai eu l'impression que c'était ça. Tu prends le contexte mythologique et tu le remets à ta sauce. Donc une fanfiction, c'est toujours plaisant à lire, mais pour autant, ça dépasse pas ce stade-là. C'est un peu ça que j'ai ressenti pour Hadès et Perséphone. Pour autant, je suis fleur bleue, donc on va pas se mentir qu'il y a des passages, j'étais en mode aïe 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 aïe, on aime bien, et on va pas se mentir que j'ai mangé le livre. Je sais plus en combien de temps je l'ai lu, mais je l'ai mangé. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Généralement, les vidéos lecture que je fais, elles sont toujours assez longues parce que je blablate et j'essaye de détailler alors que je suis pas très douée pour détailler les livres. C'est toujours sympa. Et j'espère que ça vous aura plu. Moi, écoutez, ça m'a fait du bien de parler un peu de livres, même si j'ai pas trop détaillé non plus. Donc voilà, peut-être à dans 6 mois pour une nouvelle vidéo lecture. Ou peut-être plus récente, je ne sais pas. Mais enfin, voilà. Je vous dis à très bientôt. Des poutous!